Bienvenue à l'effet circulaire de Recyc Québec. Nous sommes en direct du Sommet canadien de l'économie circulaire. Je suis Laurie, conseillère en communication chez Recyc Québec, accompagnée de mon collègue Étienne Anger, chef d'équipe d'économie circulaire et réduction à la source, et de Samuel Lemire-Dupont, président directeur général de Kima. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Vraiment content d'être parmi vous. Alors tout d'abord, Samuel, pour débuter, on va commencer à la base. Ça a été quoi le moment magique qui s'est dit, moi, je veux faire des déodorants réemployables, verts, éco-responsables? Oui, pour nous, en fait, on est deux cofondateurs. Je suis avec ma conjointe dans l'entreprise. Donc, pour nous, tout a démarré vraiment d'un désir d'avoir un projet commun. Puis, on voulait faire un projet commun qui allait avoir de l'impact. Puis, on s'est vraiment mis à brainstormer autour de l'îlot de la cuisine. Ça serait quoi les idées qu'on pourrait faire pour aider à avoir une plus belle planète, plus en santé? Puis, plus on a réfléchi, plus on s'est rendu compte que l'enjeu des déchets, c'est pas nécessairement le recyclage ou la fin de vie du produit, c'est vraiment comment ils sont conçus à la base. Puis on le savait que les cosmétiques, c'est un des gros générateurs de déchets dans l'industrie. Tu sais, on parle de centaines de milliards d'unités à chaque année. Donc, on s'est dit, si on repensait les objets de la cosmétique qu'on utilise le plus souvent, pour en faire une version qui terminera en fait jamais dans les centres de tri puis qui va être tout simplement réutilisée. Wow. S'il y a quelque chose qu'on utilise dans une vie, c'est des déos. On en passe quand même pas mal. Oui, des déos, c'est à peu près 400 unités par individu. Puis collectivement, en Amérique du Nord et en Europe, c'est 3 milliards d'unités qu'on jette à chaque année. Là. Si on les met bout à bout, on peut se faire une échelle jusqu'à la Lune à chaque année juste de déo. Tu sais, ça a l'air anodin, là, mais c'est fou les quantités qu'on utilise. Quand même, un effet d'échelle assez incroyable. Fait que pour passer de ce rêve-là à la réalité, comment on en arrive à avoir un projet concret entre les mains de créer ce produit-là physiquement? Là? C'est sûr que c'est beaucoup de travail, de planification. Je pense que la clé est dans la collaboration, de bien s'entourer. Nous, rapidement, on a monté un comité aviseur. On est allé chercher des experts, autant au niveau technique, financier, pour monter un projet qui est à la hauteur de ce qu'on voulait faire, qui était solide. Notre premier employé, ça a été un designer industriel qui est encore avec nous aujourd'hui, avec qui on travaille à faire le futur des projets. Ultimement aussi, il faut avoir une belle qualité d'adaptation parce que c'est compliqué faire un produit de marché de masse. Puis il faut que tu sois prête à faire des innovations, des retours en arrière. Nous, on a lancé notre projet en plein COVID. Il a fallu manier les budgets, voir avec les hausses de prix. Donc, c'est la flexibilité de la start-up, ça reste clé là, dans le développement d'une idée. Mais avant tout ça, il faut donner le petit coup de pied à la bonne place puis dire, je me lance, je prends le risque, puis vraiment d'y aller à fond. Puis je pense que toute personne qui va le faire va jamais regretter cette décision-là. Puis dans ces étapes-là, justement, à partir du coup de pied à la bonne place jusqu'au produit fini, ça a été quoi les aides qui ont été super intéressantes, les partenaires là-dedans qui vous ont accompagnés dans ce parcours-là? Bien, tu sais, en dehors des aviseurs qui nous ont rejoints, je pense qu'il y a un moment clé qui a été, il y a eu des organismes comme Ose entreprendre, tu sais, qui nous ont accompagnés, qui vivent des moments difficiles en ce moment. Mais il y a eu les programmes d'incubation, tu sais, que vous avez d'ailleurs supporté, Recyc Québec avec Esplanade, où on s'est fait challenger sur notre modèle d'affaires. Je pense qu'il y a tout un écosystème qui est là autour de nous qu'il faut juste aller chercher. Fait que je pense que les programmes d'incubation, ça serait là, vraiment une clé que je dirais à tout entrepreneur qui veut se lancer. Là, allez voir vos villes, allez voir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, appelez d'autres startups, n'ayez pas peur de discuter, puis tout le monde, on est là, puis on a le goût d'échanger, puis d'entraider. Fait que ce serait ça mon conseil. Là. Puis dans ce parcours-là, quand on a un produit aussi innovant, spécial, qui sort de la boîte, comment on fait pour convaincre les gens que le risque est quand même géré, qu'on sait ce qu'on fait, puis que faites-nous confiance pour la suite parce qu'on va aller de l'avant, puis ça a des bénéfices intéressants. Là. Je pense que comme dans tout dans la vie, il faut que tu travailles tes talents de vendeur. Il faut que tu sois capable de vendre ton projet. Puis qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir envie de supporter une start-up comme client, premier acheteur, comme consommateur? C'est que c'est attrayant, que le projet a l'air solide dans son ensemble. Puis ça, comme fondateur de la compagnie, ton travail, c'est d'identifier où ton maillon le plus faible en ce moment. Qu'est-ce qui ferait en sorte que le projet ne fonctionnerait pas? Puis ça, c'est tes choses à adresser, c'est ta liste du quotidien. Comme entrepreneur, on pense qu'on va lancer des produits puis conquérir le monde, mais notre réalité du quotidien, c'est qu'on fait juste régler des problèmes.
Puis notre rôle, c'est de trouver, en fait, c'est quoi les plus gros problèmes qui pourraient empêcher ton projet d'avancer. Si c'est du financement, c'est d'adresser ça avant tout. Si c'est un point de vue technique, c'est de trouver l'aide technique. Fait que voilà. Super. Si on revient au produit comme tel, vous avez le déodorant réemployable. Il y a des capsules qu'on achète. Comment ça fonctionne concrètement pour quelqu'un à la maison qui se pose des questions? Donc, le concept pour nous, c'était de séparer l'applicateur que tu utilises à tous les jours du consommable qui va à l'intérieur. Parce que le consommable qui va à l'intérieur, lui, il n'a pas besoin d'être emballé dans quelque chose de durable pour son transport vers l'usager. Donc, nous, on a créé un applicateur que tu conserves toujours. Puis le consommable vient dans une boîte de carton qui est 100% recyclable avec une petite pellicule compostable. Donc, qui crée vraiment pas beaucoup de déchets. Puis une chose qu'on ne sait pas au Québec, c'est que c'est difficile de trouver du carton recyclé. C'est vraiment une pénurie. Donc, c'est difficile même d'acheter des boîtes qui sont faites avec du carton recyclé à l'intérieur. Donc, c'est une belle matière, le carton, d'un point de vue consommable puis d'économie circulaire. Donc, pour le consommateur, c'est d'acheter l'applicateur une fois qu'il y m'a, puis ensuite d'acheter tes recharges, tu les mets à l'intérieur, puis le mécanisme est super simple d'utilisation. Côté durabilité, le mécanisme, tout ça, est-ce que vous avez des enjeux? Est-ce que ça se passe bien de ce côté-là? Ça se passe super bien. Là. En ce moment, on travaille sur une version 2. Puis on pense qu'à partir de la version 2, on va être capable de dépasser là, au minimum 10 ans, mais on vise comme 20 ans d'utilisation sur l'applicateur. Wow! Ce qui est intéressant, c'est qu'on a conçu un produit qui est monomatériel. Ça veut dire que si un usager voudrait passer de la version 1 à la version 2, nous, on est capable de le recycler nous-mêmes dans un programme de récupération circulaire qu'on est en train de mettre sur pied. Donc, un des enjeux qu'on voit souvent dans les emballages, c'est qu'ils ont plusieurs couches. Il va y avoir une couche de carton, une couche d'aluminium, une couche de plastique. Puis ça fait en sorte qu'il est plus recyclable en centre de tri, puis qu'il va devenir un déchet pour des centaines d'années. Donc, nous, tous nos produits qu'on fait sont monomatériaux. Donc, même s'ils se ramasseraient dans le bac de recyclage, ils pourraient être recyclés puis réemployés. On voit déjà il y a une éco-conception du produit qui est déjà là à la base pour prévoir les prochaines étapes, là, si je comprends bien, là. Oui, je pense qu'on est à cette étape-là en ce moment où on a vu les erreurs du passé, des entreprises qui veulent aller vite juste pour lancer des produits, faire du profit. C'est notre devoir comme citoyen, comme fondateur d'entreprise, comme gestionnaire, de se dire, bien, qu'est-ce qui va arriver avec mon produit dans 5 ans, dans 10 ans? Puis si tu y penses pas comme ça aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, je te garantis ta compagnie est désuète. Puis les startups comme nous, on va être ravis de venir prendre la place dans le marché. Là. En fait, je pense que là, Samuel, vous le dites bien, il y a un engouement, il y a quand même c'est un excellent produit. Est-ce que vous avez dû des fois gérer un peu la croissance versus la demande pour être sûr d'avoir un produit qui est mature, qui répond aux besoins malgré peut-être des offres super intéressantes de croissance rapide? La croissance, c'est un peu le nerf de la guerre pour des sociétés de produits de biens de consommation parce que la gestion de ton inventaire peut te mener à ta perte. Fait que si tu te surstockes en conséquence de ta croissance, tu peux te retrouver avec trop de stock, pas de moyens de marketing pour l'écouler. Puis là, financièrement, ta liquidité va descendre de mois en mois. Donc, je pense que ça passe tout au travers de tes relations avec tes fournisseurs, d'être vraiment transparent sur ta situation, tes liquidités, puis ton objectif de croissance, puis de trouver les bons partenaires qui croient en ton projet, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner là-dedans. Fait que ça sera un élément clé. Mais c'est sûr qu'on a eu des belles offres dès notre lancement, des gros groupes de grosses bannières de pharmacie qu'on a dû refuser dès le départ parce que si on avait dit oui, on mettait à risque la pérennité long terme du projet parce que la première vente est facile, entre parenthèses, mais on n'avait pas encore la certitude qu'on avait le bon produit pour le bon client puis qu'une fois que le client allait l'acheter, une fois, allait retourner l'acheter. Donc ça peut être un cycle très dangereux. Là, comme on a évalué, par exemple, entrer dans un compte comme Walmart au Canada, ça nous prendrait 5 millions de dollars en liquidité. Vraiment juste pour gérer ce dossier-là. Donc, on s'entend, on n'est pas là du tout. Puis c'est à nous, comme start-up, d'être ambitieux de façon stratégique puis pousser où tu es capable de grandir petit à petit. Là. Ça doit être une décision quand même crève-cœur d'avoir une offre sur la table comme ça, mais de dire je peux pas y aller tout de suite, on n'est pas prêt. Oui, mais c'est comme ça que tu bâtis le respect aussi de ta marque. Puis c'est une des craintes qu'ils ont, ces gros joueurs-là, c'est de rentrer une start-up qui ne va pas livrer la deuxième commande à temps. Puis je pense qu'au travers de ça, on a bâti une super belle relation avec ce groupe-là, qu'on est d'ailleurs rentré avec le groupe Métro cette année. Ça a été une vente super rapide. Ils nous attendaient, on était prêts. Fait que du moment qu'on était prêts, on les a appelés, puis on s'est retrouvés là, dans tous les Jean Coutu et les Brunets. Ça a pris 3 mois. Bon.
C'est tellement un beau produit, une belle idée. Maintenant, côté marché, est-ce que vous voyez de la compétition qui commence à rentrer? D'autres modèles un peu qui viennent un peu en porte-à-faux avec Kima? Oui, on est à une étape, par contre, que le réutilisable en particulier, c'est quand même nouveau d'un point de vue habitude de consommation. Fait qu'on considère tous nos compétiteurs actuellement comme des coéquipiers qui travaillent avec nous dans l'éducation du marché, puis de montrer à tout le monde que le réutilisable, ça peut être fonctionnel, ça peut être le fun, ça peut même être une qualité supérieure au jetable. Fait que malgré que la compétition augmente, nous, on le voit d'une façon super positive parce que nos tailles de marché potentiel augmentent en même temps. Puis là, on va juste travailler pour rester leader canadien là-dedans pour l'instant, puis de continuer de pousser plus vite. Moi, j'aime ça un peu la compétition saine aussi. Fait que c'est intéressant. Puis notre plus gros compétiteur est à Londres, puis ils viennent d'être achetés pour 400 millions en début de cette année. Fait que ça démontre aussi qu'il y a un potentiel pour nos investisseurs d'avoir un retour sur investissement, puis que ça vaut la peine d'investir dans le durable. Mais parlant de l'étranger, Samuel, je pense qu'on peut vous retrouver autant au coin de la rue que dans d'autres pays. Est-ce que c'est bien ça? Yes, on est dans une dizaine de pays en ce moment. Donc, il y a une partie de notre modèle d'affaires qui est faire nos applicateurs, faire nos propres cartouches. Puis, il y a une autre partie du modèle d'affaires qui est de créer un peu un marketplace où on collabore avec plein de marques au travers le monde. Puis, l'objectif, c'est toujours permettre aux consommateurs de trouver une recharge qui est fabriquée dans son pays par une entité qui est locale. De cette façon-là, on n'arrive pas comme une marque envahisseur quand on exporte. On exporte juste l'applicateur, puis localement, on va retrouver une marque, par exemple, en Italie, de la Saponaria, qui est un déodorant italien fait en Italie par des Italiens sur place. Donc, ça permet vraiment de réduire les déchets, réduire la distance, augmenter la proximité, favoriser l'achat local là, par tout le monde. C'est intéressant avec l'international. Est-ce que vous sentez une différence de perception du consommateur puis de vos clients sur le réemploi? Est-ce que c'est plus avancé à certains endroits, plus émergent dans d'autres? Bien, les pays, je te dirais, qui ont plus d'avance sur nous en ce moment, ça va être surtout dans la communauté européenne. On parle de l'Allemagne, le UK, Londres. C'est vraiment surprenant comment ils ont une avance sur nous. Aussi, tous les pays qui sont des îles ont des enjeux de recyclage qui sont beaucoup plus grands parce qu'ils n'ont pas nécessairement les centres de tri sur place. Puis le coût de sortir la matière de l'île, c'est énorme. Fait que ça, c'est des endroits qu'on voit beaucoup plus de traction. Par contre, je te dirais que c'est un mouvement international en ce moment. Je pense qu'il y a une conscience collective de l'humanité à prendre les bonnes décisions. Pas l'humanité au complet, mais un pourcentage de l'humanité qui n'est pas limité par des barrières géographiques. Fait on est en train de faire un super beau succès au Canada. On est fiers des Canadiens qui prennent ces décisions-là. Puis on se pince là, quand on voit vraiment l'engouement que le mouvement prend. Là. Justement, tu as eu 35 ans récemment. Si on se projette dans l'avenir à ton 40e anniversaire, ça va être quoi les principales étapes qu'on va voir dans les prochaines années qu'on pourrait célébrer sur un gâteau en 2030? Ça va prendre un gros gâteau, je pense. Dans les 5 prochaines années, nous, on va prendre le positionnement de devenir la marque numéro 1 de soins corporels au travers le monde. Puis ça, on va le faire de 3 façons. On va poursuivre les collaborations dans d'autres pays pour rendre nos produits plus accessibles. Mais on va surtout augmenter la gamme de produits qu'on fait. Donc, tout ce qui est un soin corporel, pour nous, a une version qui ne devrait pas être à usage unique, qui devrait être sur le marché puis accessible à tous. Puis ça va être notre travail de faire les meilleurs produits possibles. On va retrouver sur le site de Kima ou au travers de nos revendeurs une gamme complète de produits de beauté de très haute qualité qui va être affinée de version en version, puis qui va permettre à tout et chacun de pouvoir s'approvisionner sans créer de déchets puis de contribuer à l'économie circulaire. Ça va être un sacré gâteau à préparer d'ici là. Merci Étienne, merci Samuel pour cette discussion si inspirante et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de l'effet circulaire de Recyc Québec. Merci de l'invitation.